Après l'épisode sur le score de Bishop de la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me parler en fait, de qu'est-ce qui fait que ça augmente finalement le taux de césarienne d'être déclenché. Et j'ai une personne aussi qui m'a dit on m'a déclenché à 39 semaines pour entre guillemets confort. Résultat, 3 jours de souffrance, une césarienne d'urgence. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Alors c'est pour ça que je prends ce micro aujourd'hui, parce que tu as le droit de savoir et de choisir autrement. Donc on va parler justement de ce lien entre le risque de césarienne augmenté avec l'induction. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Pourquoi, en 2025, des femmes continuent d'être déclenchées sans connaître les vrais enjeux, sans qu'on leur explique le fonctionnement de leur propre corps, de comment est-ce que leur bébé réagit, de qu'est-ce qui lance le travail, et en plus sans même leur parler du fameux score de Bishop. Pourquoi ce choix, qui devrait être pourtant informé, éclairé, libre en fait, est souvent présenté comme évident, anodin, voire rassurant, encore un de ces petits gestes, encore un de ces petits moyens? Je vous propose juste un déclenchement. Alors aujourd'hui, je te propose un épisode un peu coup de poing, j'avoue. Un peu comme j'aime les faire, mais je pense que c'est nécessaire, parce que non, le déclenchement, c'est pas une intervention minime, c'est pas du tout neutre, mais parce que oui, ça augmente les risques, et parce que c'est justement quand on n'est pas prête que tout peut basculer. Je vais t'expliquer pourquoi le déclenchement augmente finalement de manière aussi significative le risque de césarienne. Surtout, on le sait chez les primipares, mais pas que. Et alors, je vous donnerai des chiffres que je pourrais mettre en lien dans la description de l'épisode vers des études médicales. Alors, il faut savoir que le col, quand il n'est pas prêt et qu'on force le corps, il faut se rendre compte que déclencher le travail alors que le col n'est pas prêt, c'est comme vouloir ouvrir une porte verrouillée à coups d'épaule. Oui, tu peux forcer autant que tu veux, etc. Peut-être que ça va finir par s'ouvrir, mais à quel prix? Quand on déclenche un accouchement alors que le col il est encore long, postérieur, fermé, c'est qu'on essaye d'imposer un timing au corps qui n'est pas prêt. Dans ce cas-là, les hormones de déclenchement, le ballonnet, le gel, les perfusions, etc., ça vient remplacer un processus à la base qui est physiologique, mais en fait qui n'a même pas encore démarré. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ça ne se passe pas dans la douceur. D'accord ? Quand on commence à mettre des ovules, des prostaglandines par voie vaginale, etc., il y a des femmes qui sentent rien, mais il y en a pour qui c'est déjà de la torture, alors que parfois ça va juste aider à modifier la consistance du col. Les contractions qui sont induites par ocytocine sont souvent beaucoup plus intenses, beaucoup plus rapprochées. Les femmes qui ont eu un déclenchement naturel et un déclenchement par ocytocine de synthèse, elles vous le diront, c'était pas du tout pareil. Je le redis, si c'est pas pareil pour les femmes, c'est pas pareil pour les bébés. Le travail, il est souvent plus long. Bah oui, parce qu'en fait, si le bébé était pas du tout prêt et que le col était pas du tout prêt, il y a tout le travail à faire. Et le stress augmente pour le bébé, pour toi, pour l'équipe. Et quand il y a du stress, vous savez quoi ? On sécrète de l'adrénaline. Et l'adrénaline, ça fait quoi ? Ça prend la place de l'ocytocine. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tout ça parce qu'on a essayé de faire commencer une fête avant que les invités n'arrivent. La physiologie, c'est une mécanique ultra fine qui est orchestrée par tes hormones, par ton cerveau, par ton bébé. Quand on l'interrompt, quand on le remplace trop tôt, en fait, on déséquilibre tout. Et c'est ça que le risque de complications monte. Parce que un travail qui n'avance pas, un col qui stagne, une souffrance fœtale, de l'épuisement, et à la fin de cette chaîne, il y a souvent une césarienne qui n'était pas prévue à la base. Et alors, moi, ce qui m'agace, c'est d'entendre, tu sais, on entend... mais des contractions, c'est des contractions, non ? Puis d'ailleurs, quand ça ne va pas vraiment au niveau de la mécanique, quand on trouve que la femme, elle a pas un rythme de contraction correct, on va juste rajouter un peu d'ocytocine, c'est ok ? Ben non, en fait, pas du tout. C'est comme confondre la petite pluie d'été et l'orage de grêle. Il y en a un qui arrose doucement et l'autre qui te percute sans te prévenir. Quand le travail démarre naturellement, les contractions, elles montent progressivement. Elles laissent au corps, au bébé, à l'utérus, au mental, le temps de s'ajuster. Mais avec une perfusion d'ocytocine de synthèse, c'est tout le contraire.
Les contractions, elles arrivent fort, elles sont fréquentes, elles sont intenses, et en plus, c'est sans le cocktail naturel d'hormones qui aide à les gérer. Ça, il faut quand même le rappeler, parce que comme on est dans le stress, parce qu'on est en train de déclencher le travail, etc., la réalité, ça va être plus d'adrénaline, encore une fois. L'ocytocine naturelle, elle est libérée par vagues, d'accord, soutenue par l'ocytocine de l'amour, de la confiance, de l'intimité. Elle est accompagnée de l'endorphine qui calme, qui apaise et qui rend cette traversée possible parce qu'en fait, ça altère ton état de conscience. Ça te permet de traverser sans vraiment trop t'en rendre compte. Les contractions qu'on fait par perfusion d'ocytocine, c'est une pompe qui relargue l'ocytocine. C'est pas du tout la même chose que quand c'est ton corps qui pulse. L'ocytocine artificielle, elle n'est pas en synergie avec le reste. Elle déclenche les contractions, ok, mais elle déclenche pas l'endorphine. Donc le résultat, c'est quand même la douleur, elle est souvent plus forte, le recours à la péridurale est souvent bien plus fréquent, et c'est normal en fait. Et le bébé peut aussi moins bien tolérer ce rythme qui n'est pas du tout naturel, qui n'est pas du tout décidé en fonction de la situation de cette femme et de ce bébé. Quand le bébé il montre des signes de souffrance ou que la maman elle s'épuise, on repart sur cette cascade bien connue avec on va mettre la péri, puis après on va relancer avec encore plus de cytocine, et puis on va se permettre, parce que du coup comme la maman elle sent plus, on peut y aller. Sauf que le bébé lui, il est solo là. Tout ça encore une fois sans que le corps n'ait dit qu'il était prêt à accoucher encore une fois. En vrai, je l'ai vu tellement de fois, une femme qui arrive pleine de courage, qui est motivée, qui veut faire au mieux, et puis 12, 24, parfois 48 heures plus tard, elle est épuisée, elle est en pleurs, on lui dit que ça n'avance pas. En fait, comment ça pourrait encore avancer ? Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'induction, surtout sur un col qui n'est pas favorable, ça peut prendre des heures, voire des jours, avant que le travail actif ne commence vraiment, juste commence. Une femme, elle peut être avec son tampon de prostaglandine ou avec son ballon pendant 12-24 heures, avant même qu'une vraie contraction commence. Et puis si le col s'ouvre un peu, on va passer à la perfusion d'ocytocine, on va rompre la poche, etc. C'est là que ça s'emballe. Sauf qu'elle est déjà fatiguée, elle est souvent stressée, elle est parfois à jeun, elle n'a pas dormi, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bougé, elle a déjà tout donné avant même d'être en travail actif. Dans cet état d'épuisement, comment elle pourrait mobiliser toutes ses ressources, accueillir ses contractions, accompagner son bébé ? C'est pas une question de volonté, ou de force mentale, là, c'est biologique. Quand le corps il est à bout, il passe en mode survie en fait, il ouvre plus, il se protège. Et c'est pour ça que ça avance plus. Et dans ce contexte, très souvent, le verdict il tombe, madame, votre travail ça progresse pas, on va devoir faire une césarienne, etc. C'est pas un échec du corps, c'est le système qui lui a pas laissé sa chance en fait. Moi je dis, et je l'ai redit dans l'épisode sur le bishop, quand il n'y a pas une indication d'urgence de lancer un travail, et en fait si c'est vraiment urgent, est-ce que c'est vraiment le déclenchement qui est la bonne idée ? Je reviens encore sur cette idée-là. Mais en plus de ça, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt penser à « ça ne fonctionne pas, rentrez chez vous, on reverra dans quelques jours en fait ». Le vrai problème, c'est qu'en fait, c'est comme si on imposait une horloge, mais qui n'était pas biologique. Ton corps, il fonctionne pas selon un planning médical, en fait. Il fonctionne selon ton bébé, selon si lui, déjà, il est prêt, puis selon ton histoire, ton rythme, etc. Quand on déclenche un accouchement, sans que le corps, il lui montrait des signes qu'il était prêt, avec un col mûr, un bébé qui commence à se fixer, etc., avec des contractions spontanées, en fait, on agit contre la nature, pas avec elle. C'est faux, en fait, d'imaginer que je vais lancer les choses, je vais mettre en route les choses, etc. Dans ce contexte, le risque que le corps n'avance pas comme prévu, ça devient en fait exponentiel. En France, il y avait une enquête nationale périnatale en 2021 qui disait que les taux de césarienne variaient en fonction de la méthode d'accouchement. Sans déclenchement, on était à 17 à 21% de césarienne. Ça dépendait des maternités. Mais après déclenchement, ça allait jusqu'à 35 à 40% chez les primipares avec un col qui n'était pas favorable à la base. Alors pourquoi est-ce qu'on s'oblige à faire ça ? Puis il y avait la Cochrane aussi, qui avait fait une revue de la littérature et qui avait montré également qu'il y avait une augmentation significative du risque de césarienne en cas de déclenchement sur les cols défavorables. Pourtant, on continue. En fait, pourquoi ? Parce que dans ce contexte, le col qui ne se modifie pas bien, le bébé qui ne s'engage pas facilement parce que c'est un premier bébé, et l'équipe, elle commence à s'inquiéter du temps qui passe. Et les protocoles, ils parlent de délai raisonnable. Mais la physiologie, elle, en vrai, elle n'a pas de montre. Si on laissait les corps accoucher à leur rythme, combien il y aurait de césariennes qui pourraient être évitées ?
Évidemment, quand on en a besoin, on est content qu'on puisse passer par la médecine et puis aller chercher un bébé qui va pas bien. Mais dans la réalité, pourquoi est-ce qu'on a poussé à ce que ça aille, à ce que ça se déclenche, à ce que ça se mette en route? Parfois juste pour moduler en fait les arrivées dans le service, pour faire en sorte que le gynéco soit présent avant qu'il parte en congé. Parfois c'est même parce que le compagnon ou la compagne va avoir un départ et donc on voudrait que le bébé soit né avant. Le système il a voulu gagner du temps, mais il en perd souvent et surtout il met les femmes face à un tournant qu'elles n'avaient même pas imaginé. Quand je dis qu'on broie des bébés et des femmes dans cette histoire, c'est vrai. Sincèrement, le déclenchement, c'est souvent le début de la cascade d'intervention. On pense souvent que c'est juste un petit coup de pouce, le petit geste à nouveau pour faire démarrer la machine, mais en réalité, quand le corps n'est pas prêt, ce premier geste médical, ça en appelle très souvent d'autres. C'est ce qu'on appelle en obstétrique la cascade d'intervention. Et elle peut être sincèrement redoutable. Concrètement, comment ça peut s'enchaîner ? On commence en général par faire maturer le col. On va utiliser un propès, donc c'est un tampon, un petit tampon imbibé de prostaglandine qu'on va venir mettre en contact avec le col. Ça existe aussi sous forme de gel. Alors le propès c'est plus adapté parce que si jamais le bébé ou la femme réagit mal, on peut le retirer. Alors que le gel évidemment c'est plus compliqué. Alors si ça suffit pas et qu'on peut le faire parce qu'il y a quand même une petite ouverture au niveau du col, on peut passer au ballonnet. Le ballonnet c'est vraiment une petite sonde avec un double ballon qu'on va mettre un peu en tension et puis que ça va faire une pression sur le col et que ça va aider aussi à l'ouverture de celui-ci. Alors parfois à ce moment-là on va ensuite perforer la poche des os, mettre en route la perfusion d'ocytocine de synthèse pour lancer les contractions. Et puis pour tenir le coup face à des contractions plus fortes que ce corps il aurait naturellement pas produit de cette manière-là, souvent la péridurale elle devient quasi incontournable. Une fois que la péri elle est posée, le bébé, on le dit pas assez, mais il peut réagir à cette anesthésie. Donc ça peut ralentir son rythme cardiaque. Et puis la position de la maman, elle devient plus figée. Elle est souvent mise sur le dos, même si on vient la retourner, de temps en temps, on la met sur le côté, de l'autre côté, etc. Ça remplace pas du tout le mouvement qu'aurait fait cette femme naturellement si elle n'avait pas eu de péridurale. Du coup, l'engagement du bébé, il est beaucoup plus difficile. Et alors, on parle même pas de la poussée, évidemment. Parfois, le diagnostic, il tombe, le travail qui progresse pas, le col qui stagne, le bassin qui n'est peut-être pas favorable, etc. Mais en fait, rien n'est favorable, d'accord ? La peur, la crainte, adrénaline. La position, pas du tout favorable. C'est vraiment un tableau. Tu le vois, ce tableau ? Où chaque intervention augmente la probabilité de la suivante. C'est de la logique physiologique, en fait, Un peu comme si tu forçais un fruit à mûrir alors qu'en fait il n'était pas encore prêt. Puis tu veux absolument qu'il mûrisse très très vite, alors que normalement il lui faut encore plusieurs jours. Et en fait tu vas abîmer l'arbre à essayer de le faire mûrir sur son arbre plus vite, plus rapidement. Ça marche pas en fait, il faut du temps. Les choses prennent du temps et c'est normal. Un déclenchement, c'est pas un acte banal. C'est un vrai tournant dans les projets de naissance. C'est pas toujours évitable, j'entends bien, mais c'est toujours questionnable. Et surtout, ça mérite d'être choisi, d'acquiescer en fait, et pas de le subir. Alors, il y a des repères importants à garder en tête. Parce que, je le dis, en fait, le déclenchement médical, parfois, c'est nécessaire. Ça peut sauver des vies, quand il est motivé par une vraie indication médicale. Ça peut être la prééclampsie, ça peut être un retard de croissance, ça peut être... Enfin, voilà. Mais dans ce cas-là, c'est important de faire l'équilibre bénéfice-risque, de peser clairement en faveur de l'intervention ou pas. Et dans bien des cas, on parle de déclenchement de convenance, et c'est ça qui pose problème, pour l'organisation des plannings, pour éviter les accouchements le week-end, ou les histoires de termes dépassés, sans qu'il y ait des signes de souffrance ni d'urgence. Là, je trouve que les enjeux ils sont vraiment très très différents. En Europe, il y a plusieurs études qui ont montré qu'un déclenchement avant 41 semaines, tu doubles le risque de césarienne chez les primipares si le col n'est pas favorable. Et si le score de Bishop il est en dessous de 6, ça augmente vraiment de manière significative ce risque. Et on ne le dit pas assez. Alors, je vous ai parlé justement des outils pour décider en conscience qu'était le score de Bishop, parce que c'est vraiment un indicateur de préparation du corps. C'est déjà un moyen de savoir où est-ce qu'on en est et de pouvoir prendre une décision face à ça.
Et alors j'aimerais juste vous rappeler l'outil Brain dont je vous ai déjà parlé, je vous remettrai en lien dans la description de l'épisode et puis vous pouvez aller revoir aussi dans les publications de Sage-Femme Authentique sur Instagram, parce que j'en avais fait tout un carrousel bien ficelé. Mais l'outil Brain, face à une proposition de déclenchement, c'est important de se poser les bonnes questions. Bénéfice, qu'est-ce qu'on gagne en fait à faire cette induction? Quel est le risque? Quels sont les effets secondaires potentiels? Et poussez-les à vous parler réellement de ce que ça va entraîner, que ce soit en termes de douleur, que ce soit en termes de travail, voilà, parce que c'est facile de dire oui, ça va aller, vous inquiétez pas, on va juste potentialiser, on va juste, voilà, mais faites-les parler. A pour alternative, est-ce qu'on peut avoir d'autres options? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? I pour intuition, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça allume en moi? Comment est-ce que ça se passe? Et enfin le N pour nothing, ne rien faire. Qu'est-ce qui se passe si on attend encore un peu? Donc voilà, si tu le connais bien, je te recommande, j'en parle quand même souvent, mais je le remettrai en lien dans la description de l'épisode. Ça peut donner un moyen quand même de mettre de la distance et puis de décider en conscience en ayant tous les éléments pour prendre sa décision. Alors, vraiment, non, c'est pas juste une date à caler, c'est pas juste un petit déclenchement, c'est une naissance, c'est un accouchement, c'est votre enfant, votre corps, votre rythme, et quand le corps il est pas prêt, forcer le travail, ça peut être comme tenter d'ouvrir quelque chose de fermé. Imaginez une fleur encore fermée. Essayez de l'ouvrir avec un tournevis ou avec une pince, vous allez voir, ça va pas être beau. Oui, parfois c'est nécessaire, mais souvent ça abîme plus que ça n'aide. Les déclenchements, ça n'a rien de bénin. La naissance, c'est une affaire d'alchimie, de tempo. Si on laisse le bébé et la maman danser à leur propre rythme, ça va les aider. Ce que je vous invite à retenir, c'est que vous avez le droit de poser des questions. L'outil Brain, encore une fois. Vous avez le droit de 2 choses à me battre dans les hôpitaux quand j'ai accompagné des patientes qui se faisaient déclencher. C'était de laisser le temps au temps, du moment que la maman et le bébé vont bien. Pourquoi se rusher pour aller de plus en plus vite? Parce que nous, on avait vraiment des sages-femmes qui étaient là. Bon, maintenant, normalement, on rompt la poche. Ok, mais en fait, elle a dit non. Donc, on va attendre, voir si ça prend, et on verra si on doit prendre la décision après. Vous avez le droit de dire non, ou juste pas maintenant. Et c'est se respecter son temps, et respecter le temps de pouvoir faire face à ce vers quoi on va, à nouveau, si tout le monde va bien. Et puis, vous avez le droit aussi de dire oui en conscience. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc si cet épisode t'a éclairé, si tu penses qu'il peut aider une amie, une sœur, une collègue, s'il te plaît, partage-le. Mets-le dans les oreilles d'une femme qui s'apprête à peut-être à être déclenchée, juste pour que de cette manière-là, elle puisse avoir toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision en conscience. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, à Sage-Femme Authentique, pour échanger, me raconter ton vécu, poser tes questions. J'adore vous lire. Je trouve ça vraiment à chaque fois très très émouvant de voir que vous prenez le temps de venir discuter avec moi. Parce que c'est vrai que quand on fait un podcast, et ben là, je suis toute seule dans ma maison où tout le monde est endormi, en train d'enregistrer un petit épisode de podcast suite à vos questionnements. Mais en même temps, c'est difficile d'avoir vos retours sur est-ce que ça vous convient ou pas. Voilà, et si vous avez la possibilité de le partager, de le mettre en story, taguez-moi, je repartagerai également votre story. On se retrouve lundi pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.